Qui est le 11e Docteur? Une question récurrente dans la série et qui aujourd'hui mérite une réponse. Docteur de la série Doctor Who, interprété par Matt Smith, il est la 11e régénération de notre Seigneur du Temps préféré. Cette vidéo a donc pour but de comprendre tous les aspects qui entourent ce personnage si attachant pour la plupart d'entre nous. Ayant vraiment apprécié les saisons où il en était la vedette, j'ai souhaité vous décrire tout ce que j'ai compris de ce personnage en constante évolution. Mais avant de débuter, sachez qu'il est préférable d'avoir regardé les saisons 5, 6 et 7, notamment pour la partie principale de la vidéo, mais également les saisons 8 et 9 si vous souhaitez aller jusqu'au bout. Pas de panique évidemment, vous serez avertis lorsque la 8 et la 9 seront abordées. A noter que même si je m'appuie sur certains faits, cela reste de la pure interprétation, et qu'il est possible que vous ne soyez pas en accord avec tout ce qui sera dit. Mais je vous laisse en juger et débattre dans les commentaires. Sur ce, allons-y, ou plutôt... Et quoi de mieux pour débuter cette analyse que de se pencher sur le premier épisode de ce 11e Docteur. C'est en effet après une éprouvante transformation du 10e en 11e que nous sommes directement projetés dans une nouvelle facette de ce personnage. La saison 5 débute par un crash plutôt brutal qui nous présente alors ce nouveau Docteur plein d'entrain et d'enthousiasme. La première rencontre qu'il fera sera avec une petite fille nommée Amelia Pond, le premier visage que son nouveau visage a vu. Cette rencontre va alors annoncer une relation, un lien très puissant qui liera ces deux protagonistes. Dans ce premier épisode, tel un enfant, il redécouvre son corps, multipliant les chutes, capricieux de ce qu'on lui donne à manger et surtout une curiosité sans limite. Finalement, ce sont les bâtonnets de poisson à la crème anglaise et une faille temporelle qui marqueront les débuts de ses aventures. Le fameux docteur, alerté par un Tardis en perdition, s'envole pour le rôder, délaissant ainsi la petite fille qui attendait. Mais 12 ans plus tard, il refait surface, redécouvrant Amelia Pond, ou plutôt Amy, qui avec toutes ces années a grandi, sans pour autant oublier l'homme débraillé. Mais rapidement, son objectif principal se manifeste et l'épisode laisse place à un docteur prêt à sauver l'humanité, encore une fois. La fin de l'épisode se clôture par un homme aux bretelles et nœuds de papillon, qui sauve les humains d'un tragique dessein. Rien de plus normal, vous me direz, pour celui qui se fait appeler le Docteur. Notre 11e Docteur est né, et il laissera une empreinte considérable dans la mémoire de tous. En visionnant les différentes saisons, nous sommes alors en présence d'un Docteur plutôt jeune, souriant, attirant, enfantin, et parfois même rieur. Malgré la sagesse dont il peut faire preuve par son âge, il en est fait comme une âme d'enfant qui prend place parfois. Comme dans La Bête des Bas-fonds, où il fait signe de ne pas comprendre les aveux d'Amy, alors que ce cher docteur sera amené à entretenir une relation avec Riversong. On le voit aussi par son rejet de certains aliments, ainsi que du vin. Une âme d'enfant qui se souligne par son besoin constant de s'occuper, de courir partout comme un hyperactif, mais une sagesse par le poids de son âge qui nous fait quelquefois courber de sa hauteur ce grand docteur. C'est aussi un docteur fantaisiste qui trouve les nœuds de papillon cool, qui aime résoudre des mystères, qui fait preuve d'une grande gestuelle quand il s'exprime et qui est également très tactile. Il aime en effet le contact comme un grand-père attendri par la présence de ses petits-enfants ou comme un enfant rassuré quand il se tient dans les bras de son entourage. Voilà qui est le docteur. Une âme d'enfant dans un être empli de sagesse, un être loufoque désiré d'apporter son aide et de sauver toute vie quelle qu'elle soit. Durant ces 3 saisons, le thème de l'enfant sera omniprésent. À chaque fois, le docteur intervient lorsqu'un enfant est en difficulté, que ce soit la petite fille dans l'épisode La Bête des Bas-fonds ou encore le Tenza dans l'épisode Terreur nocturne. Ces saisons seront alors portées sur le conte, le rêve, tout ce qui s'attache à l'enfance sans pour autant délaisser des thématiques plus adultes. Mais s'il y avait un élément qui résume ces 3 saisons, c'est Amy. En effet, dans la première saison, nous découvrons Amelia Pond, une petite fille au nom de conte de fées, que nous suivrons jusqu'à rencontrer Amy Pond, puis Amy Williams. Nous suivrons alors son parcours de l'enfance à la vie d'adulte, et cette évolution est exactement la même pour Amy que pour le docteur. Notre docteur, enjoué et enfantin, restera fidèle à ses traits de personnalité, mais pour autant gagnera en maturité au fil des saisons, tout comme Amelia, qui laissera place à Amy.
S'il y a bien une chose à retenir sur ce docteur, c'est la relation qu'il entretient avec les Pandes, plus précisément avec Amy. Rapidement, Amy, fuyant son mariage, se trouve séduite par le personnage charismatique du docteur, son homme débraillé venant lui apporter de la folie dans un futur qui semblait pourtant banal. Mais le docteur rejette les avances et s'entête à ressouder le couple Pande. Un voyage de noces programmé, puis forçant Amy à faire un choix, le docteur lui montre alors qu'entre eux deux, il ne peut y avoir cette relation. Et comme tout homme sage, il a raison. Amy, qui refusait la banalité, comprend alors que celui qu'elle aime vraiment n'est autre que Rory, et que le docteur, aussi important soit-il pour elle, n'est pas l'être qu'elle aime. Suite à cela, le trio vivra de nombreuses péripéties, venant souder le couple Pande, mais également renforcer le lien qui unit Amy et le docteur. En effet, le docteur est son meilleur ami, son confident. Ils ont vécu des tas d'événements qui les lieront pour toujours, et lorsqu'ils tentent de s'éloigner, de vivre chacun de leur côté, on comprend que ce mode de vie ne leur convient pas. Il ne convient pas à Amy, qui, ayant longuement attendu son retour, ne veut plus l'attendre. Il est celui qui lui a permis de fuir la banalité, mais aussi de l'accepter. C'est lui qui lui a ouvert les yeux dans sa relation avec Rory et qui a réconcilié le couple quand il s'éloignait. Il est également celui qui l'a secourue de nombreuses fois et qui a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Une personne bien, sauvant des vies, comme celle du scientifique de guerre dans l'épisode de la ville de Miséricorde. Mais Amy sauvera aussi Londres des Daleks, rien qu'en trouvant les mots justes, et sauvera également une baleine stellaire. Enfin, Amy a compris qui était le docteur, et n'hésitera pas à s'interposer, l'empêchant ainsi de se laisser submerger par ses émotions. Un des points aussi est qu'elle n'a aucune arrière-pensée, du moins qu'aux premiers épisodes. Si les anciennes compagnes cherchaient à fuir leur quotidien ou espéraient une relation particulière avec le docteur, Amy est différente. Elle ne cherche pas à fuir sa vie, on le voit au travers des différents épisodes, où le docteur s'absente des mois, voire même des années. Certes, il lui manque, mais si elle veut le voir, c'est simplement parce qu'ils sont meilleurs amis. Elle ne veut pas le voir juste pour qu'il l'emmène de son train-train quotidien qu'elle a accepté. Mais cela ne convient pas non plus au docteur. Amy est la première personne qui a croisé son regard. La petite fille qui, ayant vécu près d'une faille temporelle, doit être écartée de tout danger. La petite fille qui vivait dans une maison trop grande pour elle, celle qu'il a gravée dans ses deux cœurs. Elle sera toujours là pour le soutenir, le raisonner quand il se dirigera vers de mauvaises décisions. De nombreuses fois, elle lui sauvera la vie, le fera avancer dans ses réflexions, lui donnera du courage ou encore de l'espoir, et il n'hésitera pas à se reposer sur elle, à lui faire confiance, même quand c'est sa vie qui est en jeu. Elle est aussi son amie de voyage, celle qui l'éloigne alors de la solitude de transgresser l'espace et le temps, seule dans un Tardis, sans oublier qu'elle est la mère de sa femme. Tous les deux se taquinent, se chamaillent, se font confiance et ne peuvent décidément pas avancer l'un sans l'autre. Être tous les deux ensemble est obsessionnel, et à chaque fois qu'ils se séparent un temps, le lien qui les unit ne faiblit jamais et vient alors se renforcer. Pour cause, leur relation s'étendra sur plus de 10 ans. Amy est un personnage plus que spécial pour le docteur. Sans elle, le docteur serait resté de l'autre côté de la faille quand il y a eu le reboot de l'univers. C'est parce qu'elle a grandi près de cette faille et qu'elle s'est souvenue de lui qu'il a ainsi pu revenir. Lorsque le docteur est confronté à son clone dans le double épisode de La Chair Vivante, ce n'est qu'à travers les yeux d'Amy qu'il a pu affirmer que son clone et lui étaient du même côté. Amy et le docteur sont incontestablement liés. Tous les deux grandiront ensemble. Toujours fidèles à leur envie d'aventure, leur curiosité, ils feront aussi face à des situations beaucoup plus adultes et prendront de la sagesse en même temps. La saison 5 fait place à leur soif d'aventure, tandis que la 6 se concentre sur leur vie de famille, et la 7 vient clôturer leur parcours. Amy se mariera à la fin de la saison 5, tandis que le docteur à la fin de la 6. Amelia Pand fera place à Amy Pand, puis finalement Amy Williams. Les Pand auront donc une place très importante dans sa vie, car s'ils sont indéniablement ses amis, voire meilleurs amis, ce sont également des membres à part entière de sa famille. Mais ce lien si fort que ne peuvent dessouder ces personnages sera alors menacé par la fatalité, par quelque chose dont ne peuvent contrôler le docteur et les Pand. Ils avaient fait le choix de rester ensemble, mais leur futur en a décidé autrement. Les saisons avec le 11e sont faites d'aventures, laissant place à l'imaginaire, le féerique, sans pour autant écarter les dangers. On en a pour preuve les épisodes spécial Noël, reprenant la base de certains contes. Et si on peut remarquer quelque chose, c'est que le docteur en général arrive à sauver la plupart des personnes en danger, comme si une bad end était impossible d'arriver avec lui. Il a su protéger l'univers d'une destruction, il a su déjouer sa propre mort. Alors de quoi avons-nous à nous inquiéter? Le docteur, qui n'a jamais de plan,
semble toujours là pour intervenir et sauver tout le monde. Sauf que non, nombreux serons-nous à devoir accepter avec effroi la disparition des Pound au 5e épisode de la saison 7, alors que tout semblait avoir repris un cours normal, sans danger extérieur, et un trio soudé contre l'adversité. Ce qui nous mènera alors à visionner le reste des épisodes avec un docteur sans ses Pound. Mais comme dit précédemment, la disparition des Pound marquera un tournant dans ce 11e docteur. Cette fin tragique nous a tous affectés. Mais elle a également affecté le docteur, et cela se ressent dans la suite des épisodes. Dans l'épisode La Dame de Glace, nous ne voyons un docteur assez distant, sans oublier que lorsque Clara le croise, il ne porte pas son nœud de papillon et ne souhaite pas l'aider. Ce temps-là est révolu. Ce temps-là est révolu. Le docteur ne veut plus s'impliquer à aider les autres. Quand Clara s'entête à suivre le docteur, on découvre alors un TARDIS en piteux état à l'extérieur. La peinture est manquante à plusieurs endroits, comme un laisser-aller de la part du docteur, alors qu'il était question de revigorer le TARDIS dans l'épisode précédent. Finalement, ce n'est qu'à l'entente du mot Pound que le docteur se décidera à intervenir, comme si, alors qu'il voulait s'éloigner de tout ça, les Pound lui disaient de continuer d'agir comme il l'a toujours fait, que ce soit pour eux ou les autres. On constatera alors que lorsqu'il rejoint Clara et qu'il enlève son écharpe, il a inconsciemment remis son nœud de papillon. Et quand celle-ci rentrera dans le TARDIS, c'est un intérieur nouveau que l'on découvre, différent de celui où avaient voyagé les Pound. Comme pour montrer que s'il doit accepter de nouveaux voyageurs, eh bien il le fera avec un TARDIS qui n'est pas lié aux Pound. Et puis, le TARDIS est d'une lueur bleue, couleur froide, au contraire de l'ancien intérieur, d'une couleur orangée, chaude, ce qui nous permet alors de souligner qu'il est vraiment affecté de cette perte. Eh bien, je l'ai cru au début des épisodes qui ont suivi. D'abord parce que je pensais réellement que les Pound allaient revenir. Et puis voyant qu'ils n'apparaissaient plus dans le générique du début, je me suis dit ça y est, le docteur a remplacé ses compagnons par cette vulgaire fille sans intérêt. Mais au fur et à mesure des épisodes, j'ai compris que non. Le 11e docteur restera toujours attaché aux Pound et à ce qu'ils ont vécu, et en aucun cas, il ne voudra remplacer Amy, son amie. Et cela est démontré en plusieurs points. D'abord par le changement drastique de l'intérieur du TARDIS, développé il y a un instant. Et puis aussi parce que, comme précisé précédemment, le docteur est un être curieux, qui aime résoudre et comprendre ce qu'il ne saisit pas. Et Clara Oswald, dont il a assisté 2 fois à la mort, semble être le nouveau mystère qu'il se doit de résoudre. Qui est cette fille? Pourquoi l'a-t-elle sauvée 2 fois? Et pourquoi la rencontre-t-il à nouveau? Le docteur ne peut s'empêcher d'aider les personnes en détresse. On le voit dans l'épisode La Dame de Glace, alors qu'il refusait d'aider au premier abord. Mais c'est un homme qui aime le challenge. Ainsi donc, Clara n'est autre que son nouvel objectif. À défaut de sauver l'univers, ou encore de déjouer sa propre mort, il se doit de comprendre qui est cette fille. La fille impossible. Un mystère enveloppé dans une énigme comprimée dans une jupe un peu trop serrée. Mais qu'est-ce que vous êtes ? Elle sera donc là, participante à ses voyages de sauvetage, sans pour autant savoir qu'intérieurement, le docteur qui la laisse parcourir l'espace et le temps avec lui l'observe et essaye de résoudre le mystère qui l'entoure. Et cela se confirme par différents changements. Le docteur sait qu'il doit avancer malgré la perte des Pound. Dans Prisonnier de la toile, on le voit avec un TARDIS repeint à neuf, sans oublier son changement vestimentaire. Il décide en effet de changer de veste, pour une plus longue, relâchant celle qu'il portait en présence des Pound. Et même s'il remettra le nœud de papillon, il portera alors un gilet en plus, accompagnant ainsi la chemise qu'il portait. D'autres éléments viennent confirmer que le docteur ne remplace pas les Pound. Si Amy vous voyez le docteur, lui, aussi proche soit-il, l'a tutoyé, ce qu'il ne fait pas avec Clara, qui continue de vous voyer. Il marque ainsi une certaine distance, et lorsque dans l'heure du docteur, il présente Clara au complexe papal, il la nomme de simple associée. Mon associé. Clara Oswald. Mademoiselle Clara Oswald. Tandis qu'on suspecte une certaine déception dans le regard de Clara, le docteur confirme alors que si Clara voyage avec lui, elle ne sera pas pour autant aussi spéciale que l'avait été Amy. Un autre élément des plus touchants est l'apparition fréquente de lunettes sur le visage du docteur lorsqu'il lit.
Et si ce détail peut paraître anodin, il en est tout autre, car ces lunettes, utilisées pour le côté pratique, ne sont pas de simples lunettes. Les plus observateurs auront sans doute remarqué que ce sont les lunettes d'Amy, les lunettes qu'elle portait lors de leur dernière aventure. On peut donc constater qu'alors qu'il ne semblait plus rien rester d'Amy, du fait de sa disparition par les anges, eh bien qu'il a gardé ses lunettes, et qu'il continue de les porter, ce qui prouve que le docteur ne l'a pas oubliée et restera toujours attaché à elle. La fin de l'épisode 5 nous permet de mieux appréhender cette séparation. Lorsque le docteur se saisit de la page, il ne faut pas la voir comme la dernière, ou encore qu'il tournera la page pour passer à autre chose. En effet, l'épilogue d'Amy Williams est là pour rassurer le docteur, lui dire que tout ira bien, qu'ils seront heureux et qu'il doit continuer d'avancer. Car finalement, la fin d'un chapitre ne signifie pas la fin d'un livre, et si tu veux poursuivre la lecture, il est de prime abord de garder en tête le récit des précédentes lignes, ce que fera effectivement le docteur avec cette dernière page que lui confiera Amy Williams. La prophétie de Trenzalore semble sur le point de se réaliser. Ayant entendu le message diffusé à travers l'espace et le temps, le docteur accourt pour résoudre ce nouveau mystère. En effet, il sait dans le nom du docteur qui est Clara Oswald, la fille impossible sauvant le docteur. Il a découvert et résolu l'énigme qui l'entourait, et passe alors à un nouvel objectif. Rapidement, le docteur atteint la planète, comprend le mystère qui l'entoure et déchiffre la question et les conséquences qu'elles impliquent. Le docteur n'a alors plus le choix. Les seigneurs du temps ont besoin de son approbation pour surgir de la faille. Car oui, comme nous l'avons constaté dans le jour du docteur, le docteur a sauvé Gallifrey tout en mettant fin à la guerre du temps. Mais cette arrivée pourrait causer la perte de l'univers, créant ainsi une nouvelle guerre du temps. Le docteur n'a alors plus le choix. S'il donne son nom, les seigneurs du temps reviendraient, et sous l'implication d'une nouvelle guerre, le complexe papal fera tout pour empêcher ça. Par conséquent, s'il part de la planète, les forces ennemies du docteur profiteraient de cette occasion pour assiéger la planète, le village, et également détruire ce qui permettrait aux seigneurs du temps de revenir. Et s'il reste, le complexe papal est obligé de maintenir le siège et de maintenir le silence pour qu'il ne révèle pas son nom, et dans le cas où il donnerait son nom, le complexe agirait au détriment des habitants. Quel que soit le scénario, des vies sont en jeu. Le docteur décide donc de rester et de garder le silence. Avec l'aide papale, il protège alors le village d'une quelconque invasion. Sans oublier qu'il n'a plus son TARDIS, donc toute fuite serait alors impossible. Et c'est là que certaines personnes crient à l'outrage. Certaines proclament que rester 300 ans au même endroit ne correspond pas au docteur, que le fait qu'il vieillisse est aussi illogique. Je voulais donc apporter quelques compléments, afin que chacun comprenne que ces choix scénaristiques ne sont pas dénués de sens. Comme expliqué plus haut, le docteur ne pouvait pas partir, et cela ne le dérange pas. Chaque vie qu'il sauve en protégeant ce village est une victoire, et cela compte beaucoup pour lui. Sans oublier sa fameuse phrase. Tout un chacun finit par rester coincé quelque part à la fin. Clara. Tout a une fin. Tout un chacun finit par rester bloqué quelque part. Tout a une fin et il l'accepte. Concernant la vieillesse qui semble incompatible avec le docteur, j'ai ici en tête quelques explications. Le docteur n'est pas censé vieillir. Oui et non. On comprend dans cet épisode qu'il est à sa dernière régénération, et comme toute fin de cycle, on peut aisément se dire que si cela fait longtemps, alors c'est tout à fait normal qu'il se ride. Sauf que, fans que nous sommes, le temps et l'âge ne devraient pas avoir d'influence sur son corps. Ses régénérations le confirment en tout point. Un coup il apparaît jeune, l'autre vieux, c'est relatif, et le poids de l'âge n'est donc pas la conséquence de son apparence. Mais pourquoi il en prend un coup en 300 ans ici, alors que dans l'impossible astronaute, les Pandes font la connaissance de son futur lui, qui a pourtant 300 ans de plus que celui qu'il côtoie, et qui n'a pourtant aucun trait de ride. L'explication, je l'ai trouvée en me remémorant les anges prennent Manhattan, lorsque le docteur utilise de sa régénération pour soigner et réparer le poignet fracturé de River. J'en ai donc conclu qu'en sauvant les habitants du village de Noël, il est fort possible que le docteur ait usé de son énergie de régénération pour les soigner, et qu'au bout de 600 ans, alors qu'il est à sa dernière régénération, cela a eu des répercussions sur son physique. Et le vieillissement du corps d'un seigneur du temps est tout à fait possible. On l'a bien vu avec Tennant quand le maître arrive à le vieillir.
Ayant lu certaines critiques, j'ai pu constater que certains se plaignaient de la régénération du docteur, de son effet soudain, laissant apparaître Peter Capaldi de façon très frappante. Personnellement, ça ne m'a pas choqué, et je tiens à vous expliquer pourquoi. Suite à la deuxième arrivée de Clara, le docteur semble sur le point de donner son dernier souffle. Il s'est battu et est arrivé au bout de son cycle. La fin du docteur semble donc proche. Mais finalement, alors que les seigneurs du temps ne peuvent rejoindre leur univers, ils décident d'envoyer un nouveau cycle de régénération au docteur. Se saisissant de cette énergie sur le point de lui donner une nouvelle version de lui-même, il parvient à détruire la menace des alentours, protégeant ainsi le village. Il a alors accompli le nouvel objectif qu'il s'était fixé et peut donc laisser place à un nouveau lui. L'homme, revigoré par cette énergie soudaine, retrouve son apparence originelle et s'en va dans son Tardis. Clara le rejoint, et c'est sans problème que l'on remarque les bâtonnets de poisson à la crème anglaise sur le panneau de bord. Le docteur commence alors à expliquer que son état n'est qu'une étape dans le processus de régénération, un reset. Voilà pourquoi il apparaît jeune. Buvant une gorgée de crème anglaise, il ajoute qu'avec, cela prendra plus de temps. Puis, commençant son mémorable et touchant discours, on comprend que le nouveau docteur pourrait arriver d'un instant à l'autre. Oh. Ah. Tout est appelé à disparaître, n'est-ce pas? Tout ce que vous représentez se dérobe en un instant comme la buée sur un miroir. Et à n'importe quel instant maintenant, il pourrait arriver. Qui pourrait arriver? Le docteur. C'est vous. C'est vous, le docteur. Ouais. Et je le resterai jamais. Et c'est en ça que l'arrivée en Popper de Peter Capaldi est totalement justifiée et pleine de bon sens. Et alors que le docteur nous fait prendre en compte que tout a une fin, mais que tant que l'on reste fidèle à soi-même, que l'on continue d'avancer, sans oublier qui on a été, qui on est et qui on sera, alors tout ira bien. Il nous rassure et nous fait accepter son départ, car il n'oubliera jamais chaque instant qu'il a vécu, ainsi que la version qu'il a été. Ce qui nous fait suggérer que même à travers le nouveau docteur, il sera toujours là. Je me souviendrai toujours de l'époque où le docteur, c'était moi. Sur ces magnifiques paroles et cette somptueuse musique qui l'accompagne, on se retrouve alors à la place du docteur qui dans ses derniers instants revoit Amelia Pond, le premier visage que ce visage a vu. Puis, c'est au tour d'Amy Pond d'apparaître. Descendant les escaliers, la voilà qui rejoint son homme débraillé, et dans un échange de caresses sur le visage, lui dit bonne nuit. Serein, comblé, et les larmes de joie aux yeux, ils se disent adieu convenablement, alors qu'ils n'avaient pas pu le faire lors du dernier épisode des Pond. Elle est alors le dernier visage que ce visage a vu. Délicatement, il enlève son nœud de papillon, comme pour annoncer l'arrivée du nouveau. Un dernier regard, et le voilà qui laisse sa place. Ce qui est remarquable, c'est vraiment son expression de visage quand il aperçoit Amy dans ses derniers instants. Des larmes de joie aux yeux, prêtes à glisser sur son visage. Lui, qui trouvait l'homme avec un grand H, admirable de pouvoir pleurer dans la joie. Des pleurs de joie. Que c'est beau d'être humain. Ce qui nous montre que même si notre docteur n'appartient pas à la Terre, il est probablement plus humain que n'importe qui. On se retrouve alors projeté avec un nouveau docteur, se disant que le précédent n'est plus, mais il en est tout autre, car le docteur reste le docteur, et que même si la personnalité change, il sera toujours la même personne. Et au cours des saisons qui suivent, on le comprend aisément, et on constate que l'ancienne version a eu un impact sur le nouveau docteur. Tout d'abord, le nouveau docteur explique clairement à Clara qu'il ne sera pas son petit ami, et c'est un docteur froid qui apparaît. Complètement à l'opposé de l'ancien, il n'aime pas rire, déteste les câlins, assez distant, parfois même méprisant, voire arrogant, et qui se fiche des dommages collatéraux, alors que l'ancien s'obstinait à sauver tout le monde quel qu'il soit. Mais finalement, il deviendra plus ouvert, et cela au fur et à mesure des saisons, parce que le docteur qui vient de naître est tout simplement, à cet instant,
effrayé. Et là, on se dit qu'il ne reste plus rien de l'ancien, sauf que non. Première chose est que le nouveau se revendique écossais, ce qui est une référence directe à Amy Pond, l'écossaise, et probablement parce que l'acteur est aussi écossais. Mais j'aime bien me dire que c'est un clin d'œil à Amy de la part du docteur. Son côté chaleureux, tactile, n'est plus, car l'homme semble ne plus vouloir être attachant, comme avant, ou de s'attacher aux autres. Une façon de prendre ses distances et éviter de souffrir, comme avec les Pond. Pour preuve, il ne cherche pas à retenir les noms des personnes qu'il rencontre. Êtes-vous les mêmes personnes qu'avant? Évidemment, docteur. Ah, désolé, je vous avais... Tandis qu'avec 11, on avait toujours droit à ce fameux « c'est un joli nom ». En coup de vent, il stipule que Clara n'est pas son assistante, et elle dira qu'elle n'est autre que sa tutrice. Il marque ainsi une certaine distance, et ce n'est qu'à la fin d'une première saison avec Clara qu'il finira par la considérer comme une amie. D'ailleurs, dès le premier épisode, on entend ce nouveau docteur dire dans un moment assez complexe « C'est dans ces moments qu'Amy me manque. » Non, rien. De nombreuses allusions à son ancien lui sont alors présentes, comme lorsqu'il pense que Clara aime son collègue qui a un nœud de papillon, ou lorsqu'il révèle qu'à sa dernière fête, il a remis une écharpe puis un nœud de papillon, ou encore comme dans Montée en enfer où il se rappelle qu'il est venu dans ce snack avec Rory et Amy, ce qui montre que le docteur reste le docteur, un être qui évolue dans sa personnalité sans écraser celles qui l'ont précédemment animé. On constate alors qu'il restera une saison entière avec le tournevis de son ancien lui. Et ce n'est que lorsque son côté froid du début décidera à nouveau de laisser place à la compassion, dont il a toujours fait preuve, qu'il saisira un nouveau tournevis. Le nouveau tournevis Sonic est lié au fait qu'il a perdu l'ancien, bien évidemment. Mais par rapport à son ancien lui, je vois ça comme une nouvelle étape dans sa personnalité. Cette période de transition où il refusait tout contact, câlin, détestant rire, probablement dû au fait qu'il s'était trop attaché et qu'il ne voulait plus revivre ça, se termine révélant un docteur qui ne peut s'empêcher d'avoir des amis et de s'y attacher. Lui qui s'était résigné à tout contact pour ne pas revivre ce qu'il a vécu avec l'autre version, laisse libre cours à ses émotions pour accepter le fait de s'attacher. On le voit donc accepter et affirmer sa nouvelle personnalité, moins tactile que l'autre tout de même, mais qui accepte le contact pour une amie proche. Il se met également aussi à rire, et c'est dès les débuts de la saison 9. Le Seigneur du Temps, qui, avant sa régénération, avait appelé Clara pour lui dire qu'il serait probablement effrayé dans son nouveau lui, ne sachant plus comment accepter ses émotions, est maintenant sûr de lui, que même si ça fait mal, que les personnes peuvent paraître éphémères par rapport à sa longévité, et bien qu'il est important de s'accrocher à ceux qu'on aime, qu'on apprécie. Cela est remarquablement démontré dans les saisons 9, épisode 6, avec Ashilder, où celle-ci souhaite oublier ou même ne pas refonder de famille, puisque sa longévité la pousse à voir partir ce qu'elle aime. Et le docteur démontre alors que même si ça fait mal, il est important de s'accrocher à ceux qu'on aime, que même si les choses, les personnes sont éphémères, ce qu'elles apportent malgré leur durée est indispensable pour s'épanouir. On retrouve alors notre docteur enthousiaste et un peu fou sur les bords, qui n'est plus dans son côté un peu vieux et sénile qu'il aurait pu laisser transparaître dans la saison 8. Et par ce nouveau docteur, dont la personnalité diffère quelque peu du 11e, il nous prouve qu'il a en effet tenu parole, que ce soit par les références aux pandes, aux nœuds papillons, ou encore le fait de s'attacher. Au tout début déjà, je vous faisais part de l'évolution que prenaient Amy et le docteur. Je vous avais donc fait le comparatif entre Amelia Pond et Amy Williams. Et je vous avais également dit que cette évolution était la même pour le docteur. En effet, nombreux seront ceux qui remarqueront la prise de maturité du docteur au travers de ces 3 saisons. Tandis que l'imaginaire et l'enfantin restent présents, la fin de son cycle s'entremêle de thématiques plus adultes. Ne serait-ce que lorsqu'il essaye de se détacher des Pond à la fin de l'épisode Le complexe divin. Comme une prise de conscience du docteur, voulant laisser les Pond aborder leur propre vie et ne plus avoir à l'accompagner. Sans oublier qu'il sait que son train de vie pourrait les mettre en danger et qu'il préfère s'éloigner d'eux pour les protéger. Le docteur grandira comme Amy tout au long de ces épisodes. Enfant en saison 5,
puis adulte en saison 6 avec ses responsabilités envers sa famille, et enfin l'homme sage, pris par la vieillesse en saison 7, sont les différentes étapes qu'il entreprendra. Sa personnalité restera la même, mais avec une touche de maturité en plus. Le fameux poème de River Song pourrait également venir appuyer ses dires, notamment lorsqu'elle dit « Les démons se retirent, mais à quel prix? Les ennemis sont vaincus, mais l'enfant est perdu. » Cet enfant perdu, qui au premier sens fait référence à Mélodie Pande, pourrait dans un second sens faire référence au docteur, qui pour protéger sa famille a dû se constituer une armée, lui qui était alors réticent à toute violence, comme un enfant perdant de sa pureté lorsqu'il doit s'impliquer un peu plus dans les contraintes de la vie. Une maturité qui prend d'autant plus place lorsqu'il fait face à la disparition des Pandes. L'ambiance bleu froide de son nouveau Tardis, son style vestimentaire, abandonnant la veste décontracte pour une tenue plus soutenue avec le gilet et la montre à gousset, sont d'autres éléments venant l'appuyer. Il montrera d'ailleurs à plusieurs reprises un ton grave, marqué par sa longévité. On le voit début saison 6 lorsqu'il dit qu'il a trop couru, mais particulièrement dans l'épisode Les Anneaux d'Akaten. Son discours nous révèle alors que même s'il a pu être insouciant, enfantin, il n'en reste pas moins un être ayant vécu des tas de choses parfois difficiles et qui ont su forger celui qu'il est aujourd'hui, lui constituant alors un important patrimoine d'expériences de vie. Cette sagesse cumulée et accentuée fin saison 7 est confirmée lors de son discours d'adieu. Alors que le précédent ne voulait pas partir, voilà que celui-ci prend du recul et accepte ce départ. Mais si ce docteur nous a marqué par cette évolution, il nous a également interpellés par sa personnalité à la fois attachante et terrifiante. Si Tennant savait imposer une crainte par ses actes, notamment durant l'épisode Une famille de sang, il en est tout autre pour Smith. En effet, 11 marquera son passage par sa faculté à être craint des autres rien que par la force de ses paroles. Le discours de la Pandorica faisant fuir ses ennemis ne sera qu'un gif aperçu de sa réelle puissance. En effet, l'épisode de la retraite du démon vient appuyer cette peur, lorsque par ses simples paroles, il fait fuir toute une armée, donnant ainsi naissance au colonel Fuyard. 11 saura être compréhensif, protecteur, altruiste, mais tout aussi capable d'une intransigeance et d'une autorité à toute épreuve, faisant de lui quelqu'un de craint et de respecté. Il lui suffit d'un mot pour qu'on s'allie à lui, et d'un autre pour faire fuir tout un monde. Pour cette conclusion, je dirais que cette version de lui m'a vraiment touché. Ses discours sont tout aussi badass et touchants les uns que les autres, comme celui de la Pandorica, des Anneaux d'Akaten ou encore celui de sa régénération. Il est porteur d'un message qui s'adresse à tous. Accepter que les choses évoluent et que grandir, chose que feront la plupart des personnages de sa période, y compris le docteur, ne veut pas dire oublier qui l'on a été, que chaque chose a une fin, mais que la fin de quelque chose est toujours le début d'une nouvelle. Sa relation avec les Pandes est pour moi magnifique, et j'adore le lien qui l'unit à Amy. Son côté extravagant mais sage fait de lui un personnage où les aventures qu'il poursuit sont magiques malgré les dangers. Il a su résoudre tous les mystères qui l'entouraient, que ce soit la destruction de l'univers, sa mort, la fille impossible ou encore la prophétie de Trenzalore. Une version de lui qui a mené ses objectifs jusqu'au bout et qui peut tranquillement laisser place à un autre lui. Un docteur à la fois drôle, excentrique, complètement barré, infantile, mais aussi vengeur, capable d'être submergé par ses émotions, badass, acerbe, cynique et bien d'autres choses encore. J'ajoute également que le jeu d'acteur de Matt Smith, ses expressions de regard couplées à de magnifiques musiques, me font chavirer en tout point. Voilà pour moi qui était le 11e Docteur.